Donc, on va passer sur la partie analyse technique. Je vais passer assez vite dessus parce que il n'y a pas eu de gros changements depuis la dernière fois que je vous avais fait la présentation sur YouTube. Là, je vous ai mis la dominance du Bitcoin en pourcentage en hebdomadaire, d'accord? Et donc, on voit que depuis 2022, hein, on est en augmentation, d'accord? On était dans le canal haussier sur la dominance du Bitcoin. On est venu le casser à la baisse ici. On est venu remonter. Tout le monde criait bull market, parce que la dominance baissait. Sauf qu'au final, je vous disais que le scénario le plus probable, c'était peut-être qu'on aille réintégrer ce range parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de penser qu'on allait avoir une alt season à ce moment-là. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas de signe avant-coureur d'une alt season sur le court terme, en tout cas. Et d'ailleurs, on voyait que quand on fait les retracements de Fibo par rapport au cycle précédent, à chaque fois qu'on est venu, qu'on a avancé avec le temps, à chaque fois, on est venu toucher les précédents niveaux, donc les 0,236 par exemple là, on est venu les casser, zone de résistance, breakout, retest, et après c'est devenu une zone de support. On a réaugmenté, on est allé toucher la bande supérieure des 0,382, breakout, retest, consolidation. Ensuite, ça a été transformé en zone de support et ainsi de suite. Et là, vous voyez qu'on on est venu toucher la borne des 0,618, 0,618, breakout, support, donc retest. Là, c'est devenu une zone de support. Et moi, je vous disais que le scénario le plus probable, c'est celui-ci. C'est qu'on ait une continuation de la dominance du Bitcoin qui vienne toucher là, les 66%. Parce qu'à chaque fois qu'on est venu transformer un retracement de Fibo par le passé en zone de support, bah, à chaque fois, on est venu continuer plus haut. Et pour l'instant, on le voit même au niveau des ETF, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On voit que ça accumule sur du Bitcoin, mais sur l'Ether, pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. Les retail ou les baleines peuvent en acheter encore de leur côté. Je vous présenterai quelques graphiques qui vont dans ce sens-là. Mais pour l'instant, au niveau des instits, ça va pas forcément tout de suite dans ce sens. Donc, tant que la dominance du Bitcoin est élevée, tant que le Bitcoin dépasse pas son ATH, tant que l'Ether a pas de belle perf et que vous n'avez pas un assouplissement des liquidités, bah, l'alt season, on ne peut pas s'y attendre à avoir un truc extraordinaire tout de suite. Je vous ai mis maintenant la partie Bitcoin face au dollar. Donc là, pareil, je vais zoomer un petit peu plus pour voir les différents niveaux qu'on pourrait avoir en tête et ceux qu'on pourrait être amené à surveiller. Donc là, typiquement, je vous ai pris la dernière augmentation qu'on a eue sur le Bitcoin et j'ai fait un retracement de Fibo. D'accord? Truc tout bête, hein. On voit qu'on a eu une zone là, une zone de support à 76 427. Donc là, il y en a qui disent qu'on a atteint le bottom et que là, on est reparti vers un plus haut sommet. Je vous rappelle quand même qu'en 2021, tout le monde disait ça aussi, hein. Et en 2021, ça a fait très très mal, hein. D'accord, hein. C'est-à-dire qu'on est venu là, on a eu une baisse. Ensuite, là, on disait c'est bon, on a atteint un bottom, on va repartir. Et on est venu dépasser le précédent plus haut, mais simplement avec une mèche, en fait. Et ensuite, on est parti en bear. Donc, c'est clairement la théorie un peu du double top. Tout à fait possible que cette fois-ci, ça soit la même chose pour le Bitcoin. Et donc, il y a plusieurs points, il y a plusieurs niveaux en tout cas à surveiller. Il y a la partie des 88 000, donc les 0,618 à 88 848. Donc, on va voir. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on continue encore cette augmentation. Mais le scénario le plus probable, c'est qu'on soit là face tout de suite sur le court terme, en tout cas sur un bull trap. Je ne vois pas le marché repartir immédiatement à la hausse, redépasser les précédents plus hauts et tout. Il n'y a pas de signe macro. On a trop d'incertitudes d'un point de vue macro pour repartir tout de suite sur des précédents plus hauts. Aujourd'hui, en tout cas sur le court terme, j'ai peut-être un biais, mais je suis plus baissier sur le court terme et encore haussier sur le moyen long terme sur ce cycle. Je pense pas qu'on ait atteint le top et je pense qu'il y a encore des belles performances à venir. Mais sur le court terme, en tout cas, je ne vois pas là cette augmentation comme étant un réversal et une reprise de la tendance haussière parce qu'il n'y a pas vraiment de gros catalyseurs. On peut parler de la M2, on peut parler de plein de trucs que je vais vous évoquer par la suite. Mais bon, en tout cas, d'un point de vue macro aussi, il y a pas mal de questionnements à avoir. Et donc, moi, je pense que là, le scénario le plus probable, c'est que on vienne toucher la borne des 88 848. Si on la break, qu'on vienne retester et pourquoi pas aller tester la bande des 0,5 des retracements de Fibo à 92 686. Et là, en général, c'est un bon niveau pour un réversal, d'accord? C'est-à-dire on verra. Si on arrive à breaker, retest et après continuer, on remettra en perspective ce que je viens de vous dire. Mais là, pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est que soit là, on vienne chercher la borne plus basse que je vous avais donnée avant d'arrêter les lives là pour quelques jours. Je vous avais dit que le niveau à surveiller, c'était celui-ci, entre les 70 et les 66 000. En fait, c'est l'ATH du cycle précédent.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que le Bitcoin, même s'il corrige, qu'il reste au-dessus de ça. S'il reste au-dessus du plus haut du cycle précédent, d'aller retester l'ATH du cycle précédent, ça va faire mal sur les alts, ça va faire mal un peu sur le marché, mais c'est nécessaire. Et je pense que si on arrive à faire ça, ça sera très positif pour la suite, pour avoir une vraie structure d'un point de vue technique. Et ça va rincer aussi pas mal de personnes qui pensent qu'on est tout de suite reparti en tendance haussière. Par contre, voilà, moi je pense que ce qui est possible, c'est qu'on vienne retester soit les 88 800, et là on y est presque. Hein. Vous voyez, on est à presque 88 000. Donc on va voir, soit là, ça sera une résistance. Si on arrive à la break, retester en support, y aller tester là les 92 686. Si ça tient pas, bah, qu'on aille chercher du coup un point plus bas. On verra. Si là, ce niveau-là des 77 000 ne tiennent pas, ou un petit peu plus bas si je ne me trompe pas, les 76 000, si ça tient pas, 76 427, bah, d'aller chercher cette borne. Voilà. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cette borne-là, pour le coup, arrive à tenir. Sur la partie Ether, si je dézoome un petit peu, hop, je vous avais mis quelques petites annotations. Ici, ça a été l'arrêt du quantitative tightening en juillet 2019. Et on voit qu'à partir du moment où on a eu l'arrêt du quantitative tightening, je vais vous le mettre là, hein. Regardez ici, hop, l'arrêt du quantitative tightening, ça a été là. Mais en dollars, l'Ether par rapport au dollar, ça a continué de baisser. D'accord. Ça a continué de baisser durant ces périodes-là. Malgré le fait qu'on avait eu une impression monétaire ici et des injections de liquidités. Mais c'est à partir du moment où on a eu des grosses injections de liquidités que les alts en ont vraiment profité et que l'Ether en a vraiment profité. Mais même après l'arrêt du quantitative tightening, sur le court terme, il y a quand même eu encore un saignement en dollars. Par contre, là où c'est super intéressant, c'est la partie euh, par rapport à Bitcoin. C'est-à-dire que l'Ether par rapport au Bitcoin, vous voyez qu'à partir du moment où on a eu un arrêt du quantitative tightening, bah, on avait atteint un bottom sur la partie Ether Bitcoin et sur les alts par rapport au Bitcoin aussi. Hein. Si on regarde là, Other par rapport à Bitcoin, Other par rapport à Bitcoin, tac, regardez, pile à ce moment-là, ici, on avait atteint un bottom. Sur le cycle, hein, d'accord, le cycle de 2018, 2019, 2020, 2021. On avait atteint un bottom. Pile à partir du moment où on avait l'arrêt du quantitative tightening. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être retesté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une augmentation sur le court terme, retester, et qu'il n'y ait pas une baisse en dollars. D'accord. Je parle juste de la paire Ether, Bitcoin et Alt par rapport à Bitcoin. Et c'est ça aussi, nous, qui nous intéresse, c'est que pour partir en fait sur une tendance haussière sur les alts et surperformer le Bitcoin, bah, il faut qu'on ait atteint un bottom. Et pour l'instant, malgré ce qu'on a connu, bah, tant qu'on est toujours sur des liquidités et sur du quantitative tightening, je pense pas qu'on ait atteint un bottom ou qu'on puisse dire qu'on ait atteint un bottom sur la partie alt Bitcoin. Même s'il y a une augmentation de la M2, même s'il y a plein de choses. Parce que le premier, s'il y a une augmentation de la M2 et même s'il y a une relation de plus de 83-84% entre des injections de liquidités et le cours du Bitcoin, le premier à en profiter, ça sera le Bitcoin, mais ça ne veut pas forcément dire que les alts vont aussi énormément en profiter. D'accord. Pour moi, il faut qu'il y ait un bottom sur la partie alt Bitcoin. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué à dire. Et je ne pense pas que ce soit le cas, sur le court terme en tout cas. Et on voit que, regardez, hein, quand on a là le quantitative tightening, hein, des resserrements de liquidité, là, bah, on voit que l'Ether bah, est toujours sur sa tendance haussière avec un triangle de compression depuis le début. On le voit, hein, on est toujours sur un triangle de compression. Là, on a rebondi un peu. Il y en a qui disent qu'on va aller toucher la borne haute, 3900, possible, qu'on vienne toucher les 3900. Mais sans doute qu'on va venir retoucher les plus bas parce que pour l'instant, en tout cas, d'un point de vue macro, il y a toujours des incertitudes, il y a toujours des vrais questionnements et des vraies interrogations à avoir de ce côté-là. Et que pour l'instant, sur le court terme, il n'y a pas de signe avant-coureur d'une reprise immédiate, en tout cas sur le marché crypto. Sur la partie dominance de l'Ether, donc là, je vous ai mis la dominance de l'Ether en pourcentage. Il y avait une zone que je vous avais tracée et pour l'instant, on est pile dedans. D'accord. On est en train de rebondir dessus, donc on verra. Pour l'instant, à chaque fois qu'on a rebondi sur des niveaux de support, on est venu casser plus bas pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais bon, on va voir. Je vous ai tracé cette zone-là parce que pour moi, c'est une zone qui est hyper importante à garder. Par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Si jamais ça ne tient pas, la dernière zone, c'est celle-ci. Hein. D'accord. La dernière zone, c'est les 7%, 7,7,5, 7,20% de dominance de l'Ether sur le marché crypto. Si ça ne tient pas,
malheureusement, là, ça peut piquer d'un point de vue peut-être fondamental, technique ou ce qu'on veut, parce que ça reste quand même la dynamique long terme sur laquelle on s'inscrit sur l'Ether depuis sa création, hein, globalement. Hein. Là, ici, ce pourcentage de dominance de l'Ether sur le marché crypto, c'était l'équivalent, vous regardez le prix en 2019, mais c'était à peu près le prix de l'Ether à 70, 80 balles. Voilà. C'était à peu près ce genre de prix-là. Donc, regardez, on n'en est vraiment pas loin. Hein. On regarde la baisse qu'on pourrait encore avoir si jamais on veut atteindre ces niveaux-là. Si on atteint la mèche, c'est encore du 19% de baisse. En pourcentage de dominance, hein, d'accord, sur le marché. C'est-à-dire que même en dollars, on peut augmenter, mais peut-être qu'on perdrait des parts de marché, notamment par exemple avec ce qu'on a connu dernièrement, avec ce qui s'est passé sur Solana. L'Ether a perdu des parts de marché par rapport à Solana, tout simplement parce que il n'y avait pas d'intérêt ni de regain sur ce qui se passait sur Ethereum. Donc pour l'instant, on est sur cette zone-là. J'aimerais bien qu'on la tienne, mais il est tout à fait possible qu'on vienne chercher des bornes basses dans les prochaines semaines, prochains mois. Tout à fait possible. Sur la partie Ethereum, Bitcoin. Donc là, on voit que si je vous remets la charte du quantitative tightening, toujours resserrement des liquidités, on a un assouplissement qui devrait être effectif là sur le début du mois d'avril. Donc on verra quel impact ça aura, et je pense que ça aura un effet positif sur les alts par rapport au Bitcoin. Mais pour l'instant, on est toujours sur des resserrements de liquidités, et pour l'instant, on fait des points bas de plus en plus bas. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a aucun intérêt. Enfin, il n'y a pas de il n'y a rien de bullish là-dedans. Hein. On est clairement sur un graphique là qui est pas du tout bullish. On n'a pas du tout trouvé une zone de support. Je vous avais dressé cette zone-là qui était pour moi une zone intéressante à surveiller. J'ai pas l'impression qu'on la tienne immédiatement. On verra un petit peu comment ça se passera dans les prochaines semaines, prochains jours. Mais si ça tient pas, il y a cette zone-là des 0,027. Et après, la dernière qui est celle-ci. D'accord, les 0,1 446. Voilà, cette zone-là. Et vous voyez que cette zone et ce point bas, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, ça correspond pile au moment où il y a eu l'arrêt du quantitative tightening en 2019. Donc, pour atteindre un point bas sur les alts par rapport au Bitcoin, il faut qu'il y ait un arrêt du quantitative tightening. Il semblerait que ce soit prévu entre mai et juin. Il y avait déjà eu plusieurs annonces à ce niveau-là. Donc, si on n'a pas une fin du quantitative tightening d'ici là, il est tout à fait possible que les alts continuent de saigner par rapport au Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des performances en dollars, mais par rapport au Bitcoin qui continue de saigner jusqu'à la fin et l'arrêt pur et dur du quantitative tightening. Si on regarde la partie, hop, j'ai un petit bug sur mon écran, je vais essayer de le remettre. Hop là. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais essayer de dézoomer un tout petit peu. Voilà. C'était un graphique que je vous avais montré qui représente les alts par rapport au Bitcoin en hebdo. D'accord? Donc une bougie égale une semaine. Et on voit que d'un point de vue technique, on était quand même sur un graphique intéressant. C'est-à-dire qu'on avait une zone de support là qu'on suit quand même depuis 2015. Quand même depuis 2015. Donc c'est la surperformance des alts par rapport au Bitcoin. Et on voit que là, en 2016, on avait touché cette zone-là et ça a été le point bas sur les alts par rapport au Bitcoin. Ensuite, en 2021, au moment où on a eu la chute de la dominance du Bitcoin et qu'on est parti en alt season, en fait, on avait atteint cette borne basse. Et là, regardez où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. On est venu retester avec des mèches, mais globalement, à chaque fois, ça a été racheté. Hein. Regardez, à chaque fois, ça a été racheté. Si on suit historiquement parlant ce qu'on a connu, là, on serait peut-être aussi sur un point bas sur la partie alt Bitcoin, ce qui laisserait une très belle évolution sur la alt season si jamais on en a une, avec des performances globales sur les alts par rapport au Bitcoin de presque 350-360%. Donc on verra. Voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer. Sur le court terme, c'est pour ça que j'ai toujours un biais un peu négatif là sur le court terme, parce que pour l'instant, je n'ai pas de news en me disant tiens, ça va couper l'herbe sous le pied de ceux qui sont bears, typiquement. Par exemple, s'ils décident de demain, là on s'attend à avoir un fin du quantitative tightening, je sais pas, en mai-juin, mais imaginez qu'ils arrêtent le quantitative tightening, par exemple, je sais pas, lors en début avril, qui disent allez, début avril, c'est bon, on arrête le quantitative tightening, et puis allez,
on sort le tiercé quinté plus et puis on réimprime de l'argent, on remet en place du quantitative easing parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a des trucs qui se cassent dans l'économie. Bah, évidemment que ça, c'est des choses qui ne sont pas attendues aujourd'hui. Évidemment que ce sera très positif pour la partie alt. Et pour l'instant, tous les trucs que je vous ai dit, c'est des choses qui sont attendues. Donc, a priori, qui ont peut-être déjà été pricées. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de se dire que quand on est dans la thèse des marchés efficients, quel est l'avantage de cette news que vous savez aujourd'hui et combien de personnes ne le savent pas par rapport à vous, quoi. Et a priori, sur Internet, il y a tout qui se sait presque instantanément, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Avant, à l'époque, on pouvait avoir euh, quand il y avait des magazines ultra spécialisés ou qu'on pouvait avoir des informations financières uniquement par journaux, bah, en fait, on avait des pics et des mouvements de marché pile au moment où les journaux avaient été distribués, tout simplement parce que c'était que comme ça qu'on pouvait avoir les infos. Mais sur Internet, c'est des informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est un flux constant d'informations. C'est pour ça que c'est un peu compliqué d'avoir un avantage concurrentiel quand on a une news comme ça qui tombe, et que très souvent, l'effet news, c'est plutôt, ça retombe comme un soufflet, quoi. Là, je vous ai mis le Total 3. Donc, le Total 3, c'est les alts, d'accord? Donc, c'est la partie crypto en excluant le Bitcoin, l'Ether, en excluant l'USDT, l'USDC par rapport au Bitcoin. Et là, on voit, c'était une zone que je vous avais tracée depuis un certain nombre de temps maintenant, hein, plusieurs mois maintenant. Je vous ai dit que le scénario le plus probable sur le court terme, tant qu'on est dans un scénario de quantitative tightening, bah, c'est d'aller potentiellement aller toucher cette zone-là. Donc, pourquoi pas aller toucher une sous-performance encore de 30% des alts par rapport au Bitcoin. D'accord? Là, ce n'est pas par rapport au dollar. Hein. C'est des alts par rapport au Bitcoin. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des performances en dollars. Hein. D'ailleurs, vous voyez hein, que depuis 2022, hein, on le voit. Hein, si je remonte un petit peu les infos, hop, du moment où il y avait le quantitative tightening, comme je vous avais montré sur les graphiques précédents, bah, on a eu une baisse des alts par rapport au Bitcoin. Globalement, la plupart des alts par rapport au Bitcoin ont sous-performé depuis 2021, en fait. On a atteint un top en 2021, septembre 2021. On avait atteint un pic en mai, en septembre, et puis en janvier 2022. Voilà. Après, depuis janvier 2022, ça a été des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, clairement, une tendance baissière. Et pour l'instant, on peut s'amuser à tracer des zones de support, comme par exemple là, on se dit, tiens, là, il y a un point bas, et ici, il y a un point bas de plus en plus haut. Donc, peut-être qu'on repartirait sur une tendance haussière. Mais dans une politique monétaire comme celle que je viens de vous dire et autant d'incertitudes d'un point de vue économique pour les alts, pour l'instant, sur le court terme en tout cas, je ne vois pas forcément de catalyseur ultra positif. Par contre, d'un point de vue technique, on est toujours, on maintient toujours la structure. Hein. Pour l'instant, c'était ce que je vous avais dit. Hein. Il y avait plusieurs niveaux de support que je pouvais tracer. Là, j'ai mis le total market cap en excluant le Bitcoin en dollars en weekly. Et on voit que là, on a toujours des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc, on est toujours sur une tendance haussière avec des corrections qui sont importantes. Mais le plus important, c'est de conserver cette zone-là. D'accord ? Là, on voit qu'on a eu une mèche, on est reparti à la hausse. On verra lors de la prochaine baisse. Hein, mais tant qu'on reste sur une zone comme celle-ci où on a des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut, on reste sur une tendance haussière. Donc, d'un point de vue technique, c'est plutôt positif. C'est exactement la même chose ici si on exclut le Bitcoin et l'Ether en dollars. Donc, on est toujours sur des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, on reste toujours sur la même structure que je vous avais dit. D'accord ? Et là où on se rend compte que ça a fait le plus mal, c'est en excluant le top 10. Donc, en fait, on se rend compte que le top 10 a été quand même pas mal résilient sur les corrections du marché par rapport aux autres. Mais ceux qui ont le plus dérouillé, en fait, c'est les autres alts, hein, les alts les plus spéculatifs. Tous ceux qui parlaient des codes d'intelligence artificielle, les agents IA et tout, aujourd'hui, je pense qu'ils bouffent les pissenlits par la racine, les mecs. Hein. Et là, regardez bien la correction qu'on a eue depuis le plus haut en décembre 2024, donc juste avant l'investiture de Trump, hein, base the rumor, celle de news. Regardez, on a eu presque 56% de correction sur la paire alt par rapport au dollar. Là, c'est par rapport au dollar, mais en excluant le top 10. Par contre, on reste toujours sur la même structure d'un point de vue technique. On a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, pour l'instant, on reste toujours sur la tendance haussière. Si par contre, on vient clôturer là en dessous de ça, là, la tendance de fond va s'inverser. Et là, il va falloir suivre d'un point de vue macro ce qui va se passer, etc. Je vous ai mis aussi un autre indicateur que peu de gens utilisent, mais pour moi, que je trouve très pertinent. C'est la dominance du Bitcoin en ajoutant la dominance de l'USDT et la dominance de l'USDC, donc les plus gros stablecoins, et de voir à partir de quel moment on pourrait atteindre un top.
un top de cycle sur la partie dominance du Bitcoin, et à partir de quel moment on pourrait partir potentiellement en alt season. Si on regarde le cycle précédent, quand on prend la dominance donc du Bitcoin, de l'USDT et de l'USDC, on voit que on avait atteint un sommet ici. Alors, on a eu une mèche qui est montée à 76%, mais la borne haute, par le passé, sur le cycle précédent, c'était celle-ci, quoi. C'était entre 70 jusqu'à 73%. D'accord? En comptant donc dominance du Bitcoin, dominance de l'USDT et dominance de l'USDC. Là, regardez depuis le départ, ce qu'on a. Hein. On a une augmentation de la dominance des stablecoins et de la dominance du Bitcoin. Et là, pour moi, le scénario le plus probable, avant de peut-être crier à un top, c'est d'aller toucher cette borne haute. Donc peut-être qu'on aura besoin encore d'avoir une augmentation de cette dominance jusqu'à arriver à cette borne haute, donc 6-7% encore d'augmentation sur cette dominance. Pourquoi pas aller toucher la dominance du Bitcoin qui vient toucher justement là. Ça va être joué avec la fin peut-être du quantitative tightening, peut-être l'augmentation de la M2 qui va continuer et qui aura peut-être aussi un impact sur le marché crypto. Et ça, évidemment, ça pourra marquer un point bas sur les alts par rapport au Bitcoin et une partie peut-être aussi liée à la alt season. Mais vous voyez, c'est un graphique qui est super intéressant parce que on se rend compte qu'il y a des niveaux clés en fait qu'on peut être amené à suivre et que pour l'instant, en tout cas, il ne semble pas qu'on l'ait encore atteint. En tout cas, il n'y a pas de signe avant-coureur qu'on ait atteint ce genre de niveau. On peut s'amuser aussi à regarder celui-ci, donc la partie stablecoin, la dominance de l'USDT, de l'USDC et du DAI. Donc de voir à partir de quel moment on aurait atteint un top. Et on voit qu'on a atteint en fait un top quand on est au pic du bear. Vous voyez, quand on est au pic du bear fin 2022, on était au top en termes de dominance des stablecoins, tout simplement parce que on était dans la crainte la plus importante. On était sur des niveaux de 15-16%, voire 17% à un moment donné sur les stablecoins qui représentaient sur le marché crypto. Aujourd'hui, on est à 7%. D'accord? Donc, on n'est clairement pas dans une dynamique de bear market. En tout cas, on n'est pas sur des niveaux de bear market. Il y a eu des augmentations là depuis la baisse qu'on a eue sur le marché crypto. Hein. Regardez bien. Hein. Tout est lié en fait. Hein. Quand vous regardez, alors je vais prendre plutôt ce graphique-là. Quand vous regardez le top qu'on a eu sur le total market cap en excluant le top 10, ça a été décembre 2024. Décembre 2024, on a eu une baisse là jusqu'en mars 2025. Et si on prend ça, regardez, hein, décembre 2024, on a atteint un top après en mars 2025. Et là, on commence de nouveau à rebaisser parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le crypto bubble, là sur ces dernières semaines, on a eu une augmentation. Donc en fait, tout est lié. Vous voyez, tout est lié. À chaque fois qu'on a eu une augmentation de la dominance des stablecoins, forcément, c'est que ça veut dire que les gens ont peur et ils gardent des liquidités. Et quand ça baisse, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a une partie de ces stablecoins qui sont transformés en crypto. Alors pour l'instant, la majorité de ces stablecoins sont transformés plutôt en Bitcoin parce que la dominance reste super élevée et pas forcément en alt. Il y a une partie aussi en Ether. Mais voyez un petit peu comment ça marche. On peut suivre un petit peu ces liquidités aussi comme ça. Et il y en a beaucoup qui parlent de l'indice qui s'appelle le DXY, qui correspond à la comment je pourrais dire ça, à la puissance du dollar d'un point de vue international. Et beaucoup se réfèrent au précédent cycle lors de l'investiture de Trump, notamment en 2015-2016. Et on a eu une super belle season en 2015-2016, justement parce qu'on a eu, tiens, si je zoome un tout petit peu plus, hop, on a eu une baisse ici de cet indicateur. Et donc, si on a une baisse de la puissance du dollar d'un point de vue international, vu que la plupart des graphiques en crypto et sur les actifs sont dénominés en dollars, c'est plus simple de dépasser la TH parce que le dollar est plus faible. Bon, je simplifie le truc, mais c'est pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre. Et donc, quand on avait connu le cycle de Trump, lors de sa première investiture en 2015-2016, vous voyez qu'on avait eu une belle baisse et ça s'est suivi par une super belle alt season. Le contre-argument par rapport à ça, c'est de voir ce qui s'est passé sur le cycle d'après, où en fait le DXY a énormément augmenté sur 2021-2022, d'accord, enfin 2020, 2021, 2022. Il y en a quand même eu une alt season. Mais ça a été lié notamment avec la crise sanitaire, avec le Covid, que les États-Unis ont imprimé énormément d'argent et que ça a été la devise la plus forte d'un point de vue international. Bref, ce qui a fait qu'on a gardé quand même
un indicateur qui était quand même super important. Donc en fait, il y a les deux cas de figure. Il y en a certains qui vont dire que c'est hyper bullish quand ça va baisser. Mais bon, a priori, même quand on avait eu une augmentation comme ça, même si d'un point de vue macro, c'était pas tout à fait la même chose, on a quand même eu une all season quand même, hein. Donc voilà, c'est à surveiller, à voir. Là, on a eu une belle correction qui s'en est suivie. En fait, pareil, hein, ouais, c'est les mêmes niveaux. Ça a été depuis l'investiture de Trump, en fait. Depuis janvier 2025, regardez, il y a une baisse. Et donc là, les gens se disent, tiens, on est en train de répéter un petit peu le cycle de 2016-2017 qu'on avait connu lors de la première investiture de Trump. Pour étayer un peu plus mes propos, pour aller un petit peu plus loin que la simple analyse technique, j'ai refait des extractions graphiques des rendements mensuels qu'on a pu avoir sur le Bitcoin et sur l'Ether. Et là, vous voyez qu'en 2025, on est quand même, si on regarde les trimestres précédents, 2021, on était quand même sur le Bitcoin sur un trimestre qui était ultra positif. 2017, c'était positif aussi. 2013, c'était positif. Là, regardez, 2025, pour le Bitcoin, en tout cas, c'est pourri. Voilà, premier trimestre pourri. Pour l'Ether, c'est l'un des pires trimestres qu'on ait connu de toute l'histoire de l'Ether. Voilà. Il n'y a pas eu un trimestre plus pourri que ça. On peut se dire en 2018, mais 2018, c'était du bear market, hein. D'accord. On était clairement en bear market, hein, 2018 sur l'Ether. Et l'Ether était un ATH, avait fait des performances juste monstrueuses sur le cycle de 2017, enfin 2016-2017. Donc regardez, là, on est quand même à la fin du premier trimestre où l'Ether a eu ses pires performances de toute l'histoire. Pour moi, c'est lié au jeu de liquidité, d'un point de vue macro et tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Mais bon, à suivre un petit peu ce qui va se passer sur le deuxième trimestre. Mais pour l'instant, d'un point de vue performance sur l'Ether, c'est pas Jojo, quoi. On peut décomposer ça. Là, je vous ai décomposé les performances du Bitcoin sur janvier, février et mars. Et on voit qu'en fait, c'est février qui coule un petit peu le truc. On verra à la fin du mois de mars le bilan qu'on fera là-dessus. Et sur l'Ether, là, il n'y a pas de surprise. En fait, ça a été rouge en janvier, rouge en février et rouge en mars. Avec en février une très grosse baisse qu'on a eue sur le marché crypto. Certains vont crier à l'opportunité, d'autres diront que c'est la fin du cycle haussier, qu'on va partir en bear market. Et je pense que là, il y a des bons arguments des deux côtés. Moi, je reste toujours convaincu que le cycle n'est pas terminé. J'entrevois pas un cycle complet crypto en me disant que finalement, ça sera la alt season, que la alt season a déjà eu lieu et qu'elle a été sur le mois de mars, même si ça reste possible. Aujourd'hui, c'est pas un scénario que j'entrevois parce que je me dis que ça serait quand même assez fou qu'on ait ça. Et il y a plein d'indicateurs aujourd'hui qui vont dans la direction inverse. C'est pour ça que pour l'instant, je reste assez dubitatif, mais ceux qui vont vous dire buy the dip, buy the dip, buy the dip, sur le court terme, c'est hyper dur. En fait, on peut pas vraiment savoir. Il n'y a pas de signe avant-coureur d'un retournement immédiat de marché, hein. C'est pour ça que je reste toujours très, très vigilant sur ce que je dis aussi sur la chaîne YouTube. Il y a également des personnes qu'on suit beaucoup avec Mickaël qui ont tourné bearish sur la partie crypto. Par exemple, Ki Yong-ju, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est le CEO de CryptoQuant, qui a fait tout un tas de threads. Vous pouvez regarder sur Twitter, mais en expliquant les raisons pour lesquelles aujourd'hui il a viré bearish. Alors, il présente tout un tas d'indicateurs qui, en effet, sont plutôt bearish. Par contre, attention quand même, on a affaire à certaines personnes qui, là, vous voyez, hein, le 27 février 2025, il disait si vous paniquez, si vous vendez et que vous paniquez en ce moment et que vous vendez à l'heure actuelle, c'est que vous êtes probablement un noob et tout. Il était extrêmement positif et haussier fin février. Et là, début mars, enfin mi-mars, il explique que c'est bon, le bear market arrive et que c'est la fin. Alors, il donne des indicateurs qui, historiquement parlant, étaient très bien, comme par exemple celui-ci, qui a donné des signaux d'achat et de vente assez pertinents. Par contre, vous verrez, quand vous analyserez un peu le truc, il y a quand même eu des faux signaux aussi, par exemple en 2020. Là, on a eu un signal de vente à ce moment-là, un signal de vente en 2020, alors qu'en fait, ça a été pendant la période du Covid et que c'était le meilleur moment pour acheter, quoi. Et là, on a eu un trigger, on a eu un signal baissier, d'accord, un signal de vente sur cet indicateur et sur pas mal d'autres, hein. Moi, je vous invite à vraiment vous faire votre propre idée là-dessus, de regarder d'un point de vue macro ce que disent aussi les autres et de ne pas rester que ce que nous, on dit uniquement avec Mickaël pour vous faire votre propre idée et votre propre avis sur le sujet. Mais voilà, il y a quand même certains indicateurs aujourd'hui qui commencent à tirer la gueule, en tout cas sur le court terme. Pas forcément dire immédiatement que ça sera bear market et que c'est la fin, mais en tout cas sur le court terme, pour l'instant, il n'y a pas trop de catalyseurs ultra positifs. Si on regarde d'un point de vue drawdown,
Donc volatilité, si on prend le max drawdown, donc la volatilité maximale entre le point le plus haut et le point le plus bas, on voit qu'à chaque fois que là, vous avez des grosses courbes en rouge, c'est la volatilité maximale que vous avez entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et quand vous atteignez le point bas, en général, bah, c'est que vous avez atteint le bottom et que c'est un super moment pour pouvoir rentrer. Des corrections en cours de cycle, comme vous voyez ici, hein, de 20-30% en 2016, en 2017, en 2013, 2014, voire même en 2020-2021, ça a été le cas. C'est arrivé plein de fois. Et là, vous voyez que les corrections qu'on a eues ici, elles sont un petit peu plus fortes que celles qu'on avait connues par le passé, parce que bah, on avait monté beaucoup plus tôt avec les ETF. Et là, dernièrement, on a eu des corrections, mais on est sur des corrections de 20 à 20%, quoi, 20-25%. C'est du vu et revu et revu en cycle haussier, y compris en bull market. Donc pour l'instant, d'un point de vue juste volatilité et drawdown, il n'y a pas de raison de plus s'alarmer que ça. Par contre, sur CryptoQuant, et c'est là où ça a amené le fondateur à un petit peu changer son fusil d'épaule, mais attention à, encore une fois, hein, de faire confiance aveugle ou juste de vous dire, tiens, le mec, il était bullish il y a une semaine et demie et puis là maintenant, il est passé extrêmement baissier. Voilà, faut écouter un peu le raisonnement qu'il y a derrière, mais c'est pas non plus parole d'évangile, hein, d'accord, hein. Là, en fait, il a pris une sorte d'agrégateur de plusieurs indicateurs techniques. Sur CryptoQuant, vous pouvez le trouver, qui s'appelle le Bull Score. Et en général, quand on est au-dessus des 60, c'est qu'on a un maintien de la structure haussière et que globalement, d'un point de vue on-chain, on va continuer sur la tendance haussière sur le marché crypto. À l'inverse, quand on est en dessous de 40 et qu'on maintient ce niveau en dessous de 40 de manière euh, systématique pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est plutôt un signal important sur la continuation de la tendance baissière. C'est ça que ça veut dire. Et quand on va sur la suite de son thread que je vous invite à voir, il explique en fait qu'il est plutôt bearish sur les prochains mois et que selon lui aussi, il y aurait une continuation de la tendance haussière, que pour lui, on n'est pas non plus encore à un top de cycle. D'accord. C'est-à-dire qu'il explique dans tous ces indicateurs, vu que c'est ce qu'on appelle des lagging indicateurs, des indicateurs à retardement, hein, il s'attend à avoir une continuation, en fait, un maintien de la latéralisation, baisse, etc., sur les 6 à 12 mois qui suivent. Donc là, la question à se poser, c'est de se dire 6 à 12 mois, a priori, on aurait atteint la fin du cycle, on aurait atteint la partie des 4 ans, mais si on continue par la suite et que le top n'a pas été atteint, bah peut-être que 2026 serait la continuation du cycle ou pas. On verra un petit peu ce qui va se passer. Moi, je pense pas que la correction durerait aussi longtemps. Je vois pas une latéralisation pendant 12 mois sur le marché crypto. Je vois pas comment ça serait possible, surtout qu'on a quand même des catalyseurs positifs, hein. Je reviendrai un peu après là-dessus sur la M2, la fin du quantitative tightening, etc. Et je vois pas le marché en fait toper sans avoir une baisse drastique de la dominance du Bitcoin non plus. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Mais même lui, en fait, beaucoup ont détourné un petit peu ses propos. Vous verrez, hein, dans sa conclusion, il explique que en fait, il est bearish sur le court terme, sur les mois qui suivent, mais pas forcément sur le cycle complet. Là, c'est pareil, quand on voit et quand on regarde un petit peu les contrats à terme, les CFD, les produits dérivés, quand on atteint des points bas au niveau du sentiment de marché, hein, il y en a qui s'amusent à calculer tout ça, notamment sur l'Ether, à chaque fois qu'on est venu toucher cette borne verte, et là on y est pile, à chaque fois ça a été synonyme d'un retournement de marché sur le marché crypto et principalement aussi sur l'Ether. Ça a été le cas en janvier 2024, ça a été le cas en avril 2024, en août 2023, etc. etc. Et ça aussi, hein, évidemment. Et là, on voit qu'on a atteint un point bas ici. Est-ce que ça peut continuer plus bas? Évidemment. Mais voilà, en général, par le passé, quand on atteint un sentiment de marché extrêmement bas, c'est très positif. Et là, je vais vous parler de la M2 parce que là, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont vous dire la M2, ça sert à rien. C'est pas parce que tu as une augmentation de la M2 que ça va forcément être très positif pour la partie crypto ou que ça va pas forcément aller sur la partie Bitcoin et sur la partie alt. Et puis, tu en as d'autres qui se disent, bah tiens, il y a quand même une grosse correspondance entre ces deux indicateurs et qu'a priori, ça peut être un indice à suivre de près aussi. D'accord. Moi, je vous ai sorti une étude académique que vous pouvez retrouver sur Internet qui démontre quand même que quand on a des augmentations de liquidité, on a quand même une correspondance avec le cours du Bitcoin de près de 84%, 83, 84%. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des augmentations de M2 ou des baisses de M2, bah, le cours du Bitcoin suit. D'accord, à 83-84%. Il a même plus de correspondance avec la M2 que le S&P 500, que l'or et que tout ce qui s'ensuit en fait.
Donc, de là à dire qu'il n'y a pas d'impact et que c'est parce qu'il va y avoir une augmentation de M2 que forcément, il y a 100% des cas, on va avoir un rallye sur la partie crypto, je pense que c'est faux. D'accord, on n'a pas une correspondance de 100%. Mais de dire que il n'y a aucun impact et que c'est pas non plus un indicateur à suivre du tout, je pense que c'est des conneries. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on continue de suivre ce genre d'indicateur. Et que, historiquement parlant, ça aussi, il y a plein d'études qui le démontrent, que la croissance et l'évolution du cours du Bitcoin est plus liée à l'accroissement de la M2 supply que des halvings ou que de ce qui s'est passé d'un point de vue news sur le marché crypto. Évidemment que ça a joué, évidemment que ça a eu un rôle, évidemment que l'adoption a joué un rôle, mais qu'on n'aurait absolument pas eu ce genre de performance sur le marché crypto si on n'avait pas eu une augmentation de la M2. Donc, je pense que c'est un indicateur à suivre aussi. D'accord, de le prendre que pour argent comptant et de se dire il y a une augmentation de la M2, donc c'est sûr qu'on va avoir une augmentation sur le marché crypto. Je pense que c'est des conneries de faire que de ça, mais quand même, je pense que ça reste un indicateur pertinent. Donc là, on voit qu'à chaque fois qu'on a eu des augmentations de M2, regardez, le cours du Bitcoin a quand même pas mal suivi. Ça a été le cas sur 2016-2018, 2020-2022. Ça a été le cas là. En ce moment, on voit que la M2 continue d'augmenter. On a une augmentation, même s'il y a eu une correction. Il y a toujours un décalage. Il peut y avoir plusieurs semaines ou plusieurs mois de décalage entre l'augmentation de la M2 et l'évolution du cours du Bitcoin et des alts. Et pour l'instant, en tout cas, la crypto qui récupère le plus rapidement les liquidités, c'est le Bitcoin. On le voit. Les liquidités, c'est principalement sur les ETF. Et donc, quand il y a des nouvelles liquidités qui arrivent, pour l'instant, celui qui en profite le plus, c'est le Bitcoin. Mais on a besoin que le Bitcoin ait des belles perfs, je le redis, pour avoir des belles perfs sur la partie Ether et tout ce qui s'ensuit, si on croit encore à la théorie du ruissellement. D'accord. Là, je vous ai refait une extraction aussi de l'augmentation de la M2. On voit qu'on était plutôt en négatif sur la partie 2023. 2024, depuis mars 2024, on a une augmentation de la M2 et on voit que ça augmente. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'augmentation qu'on avait sur 2021, mais quand même, on voit qu'on repart en positif et ça, c'est quand même plutôt positif. Et il y a d'autres indicateurs, comme par exemple le Value Day Destroyed Multiple. J'en ai aussi beaucoup parlé sur la partie YouTube et sur le programme Crypto Investisseur. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos. Quand on atteint des niveaux bas comme ça ici en vert, très souvent, c'est des signaux très positifs pour réaccumuler du Bitcoin. Ça ne veut pas dire que vous avez atteint le bottom du cycle, d'accord? Regardez, en 2023, là, on avait atteint un bottom, mais je veux dire, là, ici, on était presque à 30 000 balles. Là, on était à 50 000. En fait, c'est des bottoms partiels sur la période de temps que vous allez analyser. Et là, quand on se situe dans la borne en vert, très souvent, c'est des beaux moments pour dire, a priori, on aurait atteint un point bas et c'est le moment de repartir sur une jambe haussière qui n'irait peut-être pas redépasser le précédent plus haut, mais en tout cas, on atteint un point bas d'un point de vue sentiment de marché. Et là, on voit que les long-term holders, ceux qui disent ouais, mais les long-term holders, ils n'achètent pas et tout, on voit que pour l'instant, les long-term holders, donc ceux qui investissent sur le long terme, ont accumulé entre fin février et mi-mars, ont accumulé plus de presque 168 000 bitcoins, avec un prix moyen de 82 000 $. Voilà. Donc il y a encore des accumulations importantes sur ces niveaux-là, et que ce qu'on observe d'un point de vue on-chain, c'est surtout les retail en fait qui vendent à perte. Et d'ailleurs, cette puissance vendeuse s'essouffle un petit peu. J'ai fait un tweet dernièrement sur Twitter qui en parlait. Regardez, la puissance vendeuse qu'on a depuis fin février de cette année, on voit que les pics, ils sont de moins en moins bas, quoi. La puissance vendeuse devient de moins en moins forte. Et la puissance acheteuse, regardez, elle devient de plus en plus forte aussi. Il y a des accumulations et la puissance vendeuse devient de moins en moins forte. Donc, tout ça me fait dire que potentiellement, on récupérerait on repartirait sur une petite tendance haussière, un petit rallye sur le court terme, à voir un petit peu ce qu'on va avoir. Il y en a qui disent qu'on serait plutôt dans ce genre de conformation-là, si je vais juste ici, qu'on a connu ça, en fait, si je mets le cours du Bitcoin, je vais vous le mettre là. Hop. On va faire ça. Tac. Voilà. Que là, ce qu'on a ici, en fait, c'est l'équivalent de ça. Et que là, la baisse qu'on a connue, c'est ça. Et que là, l'augmentation qu'on aurait, ça serait ça, la complacency, et qu'ensuite, on partirait en bear. Ça, c'est le scénario, on va dire, le plus commun et ce qu'on retrouve sur la partie YouTube. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible qu'on augmente là et qu'on vienne chercher ce point bas-là.
mais que même en ayant atteint ce point bas-là, si on arrive à maintenir ce genre de niveau et qu'on suit un petit peu aussi d'un point de vue macro les différents indicateurs que je vous ai dit, que le scénario le plus probable, en tout cas selon moi, c'est qu'on reparte sur la tendance haussière et qu'on redépasse les précédents sommets. Par contre, de partir sur un scénario où on va avoir un Bitcoin à 200 000, 300 000, 400 000, aujourd'hui, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'avais jamais vraiment eu en tête. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, les gars.